après les autres, mais OL Lemoine de l'exécutif de la Fédération PCF de la Sarthe, Saïda Safir, mais je te laisse te présenter, Saïda. Pareil, de l'exécutif du PCF de la Sarthe. Et on est très ravis de vous avoir ce soir. Quelques mots de remerciement pour commencer. D'abord, remerciement à la municipalité de la Chapelle-Saint-Aubin qui nous met gracieusement la salle à disposition. Je remercie l'adjoint au sport et aussi aux solidarités de la Chapelle-Saint-Aubin qui est présent ce soir, monsieur le maire, merci à lui. Merci également à Charline Bouvet, qui est, je te cherche, voilà, qui est là, qui est notre camarade du Maine-et-Loire, qui est 40e sur la liste menée par Léon Desfontaines, Gauche Unie pour le monde du travail. On remercie également Erwan Cochet, ancien maire de Champagné, qui est présent. On remercie le maire de Saint-Georges-du-Bois, que j'ai vu Saint-Jean, autant pour moi, Saint-Jean-du-Bois. Ne pas confondre dans la Sarthe, il y a Saint-Georges et Saint-Jean. Alors, pardon, autant pour moi. Le maire de Saint-Jean-du-Bois qui est là. Et donc merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Je tiens à excuser dans un premier temps Gilles Leproux, maire d'Allonne, puisqu'il est retenu ce soir à Allonne à l'occasion d'une cérémonie qui vise à nommer la Maison des Arts d'Allonne Méliné et Missak Manouchian. Vous savez que le combat pour la panthéonisation des Manouchians, ça a été un combat, et c'est toujours un combat important du Parti communiste. Et on a donc une pensée pour les camarades qui sont également présents ce soir à Allonne. Combien de fédérations du Parti communiste sont donc capables d'organiser le même soir 2 événements dans leur fédération? C'est quand même le gage d'une fédération dynamique. Et donc, je vous remercie tous pour cette raison. On entre dans la dernière ligne droite de cette campagne des européennes. Et la première chose qu'on peut dire, évidemment, c'est qu'on peut regretter que rien n'a été fait pour intéresser la population à cette campagne. On en parlait tout à l'heure avec Charline, je crois. Un chiffre tout simple pour l'avoir en tête. Par rapport à la campagne de 2019, c'est probablement 1/3 de passages médias en moins par rapport à 2019. C'est-à-dire que la couverture média, radio et télé de cette campagne des européennes a été 1/3 moins importante qu'en 2019. J'ai pas le souvenir qu'en 2019, on avait beaucoup parlé des européennes. Donc tout a été fait pour que finalement les gens ne s'y intéressent pas, ou alors les gens s'y intéressent au dernier moment. D'où notre responsabilité ce soir d'organiser cet événement, et évidemment de continuer à travailler, de continuer à militer dans les jours qui viennent, jusqu'à vendredi soir minuit, puisque vendredi soir minuit, il n'y aura plus de communication publique possible, y compris sur les réseaux sociaux. Hein, c'est important les camarades, je vous le dis, coller des affiches, tracter, boiter jusqu'à vendredi soir, mais à partir de vendredi soir, on entre dans la période de réserve, et donc plus de communication politique, y compris sur nos réseaux. Il faut rappeler autour de nous, et c'est très important, que ce scrutin des européennes, c'est pas un scrutin qui est abstrait, qui est incroyablement loin. On a l'impression que c'est très loin. D'abord, il faut peut-être rappeler que le Parlement de Strasbourg, s'il y a bien un pays qui est proche du Parlement de Strasbourg, c'est quand même la France. Ces élections européennes ont des incidences directes sur notre vie au quotidien, sur les conditions de vie des travailleurs du pays, puisque c'est devenu l'échelon le plus important. Cet échelon européen, c'est devenu probablement le lieu majeur de décision. Un exemple pour que vous le saisissiez. Cette Europe qu'on combat, cette Europe libérale, au mois de janvier de cette année, a décidé de ramener à nouveau le déficit des États membres à 3% d'ici 4 ans. On le sait, c'est un objectif fondamental de cette Europe libérale que de restreindre les dépenses publiques. Vous êtes conscient qu'à l'heure actuelle, la France a un déficit de plus de 5%. Le ramener à 3% en 4 ans, ça signifie pour la France 100 milliards d'économies sur les 4 ans, 25 milliards par an. J'ai fait un petit calcul, c'est l'équivalent de 5% du budget de l'État qu'il va falloir rogner année après année. Et là, on voit bien à quel point cette Europe libérale a des incidences profondes sur la vie de nos concitoyens. On va en parler évidemment ce soir avec nos invités. Or, la liste Gauche Unie pour le monde du travail, c'est une liste qui a décidé de mettre en avant les préoccupations du quotidien de nos concitoyens, et donc de tourner le dos à ces politiques d'austérité qui ont été mises en œuvre et soutenues par l'intégralité des libéraux. Libéraux d'extrême droite, libéraux de droite et sociolibéraux également, qui ont une responsabilité commune dans la fabrication de cette Europe dont nous ne voulons pas. Cette liste, c'est une liste qui est importante parce qu'elle incarne un nouveau rassemblement. On nous a beaucoup parlé d'union dans cette campagne. La seule liste qui réellement réalise une union à l'occasion de cette campagne, c'est la liste Gauche Unie pour le monde du travail. Oui, ça n'a pas encore le périmètre que nous voulons, mais c'est un début. Cette liste, elle a été menée d'abord par le Parti communiste français, mais rejointe très rapidement par GRS, la gauche républicaine et socialiste, menée par Emmanuel Morel, eurodéputé sortant, et qui a soutenu très rapidement cette liste. Les radicaux de gauche également, et le mouvement fondé par Arnaud Montebourg, l'engagement.
Jusqu'alors, c'était les seules formations, et c'est déjà intéressant, 4 formations qui soutenaient. Et vous l'avez peut-être vu, mais la semaine passée, le mouvement républicain et citoyen, fondé par Jean-Pierre Chevènement, a décidé aussi d'apporter son soutien à la liste Gauche Unie pour le monde du travail. C'est autant de signes qui montrent que le Parti communiste a la possibilité de travailler cette union, d'élargir encore et de parler à toute une partie de l'électorat de gauche et de l'électorat abstentionniste qui jusqu'alors était désespéré de cette situation de la gauche, en gros entre une gauche outrancière et une gauche libérale. Le Parti communiste, avec ses partenaires, ouvre un nouveau chemin, un chemin qui continuera, on l'espère, après ces européennes. Ce rassemblement, c'est un rassemblement qui est respectueux de nos différences. C'est peut-être ce que certains partis de gauche n'avaient pas compris ces dernières années. Pour faire rassemblement, il faut impérativement respecter les différences des organisations. Par contre, point commun entre tous les partenaires qui nous rassemblent et qui nous rejoignent. Mettre fin à la concurrence libre et non faussée en Europe. Mettre fin au traité d'inspiration libérale, et pas simplement être contre, mais défendre une autre Europe. Et l'Europe que nous défendons, c'est l'Europe de la justice sociale, c'est l'Europe de la justice environnementale, c'est celle du développement des services publics et de l'industrie. Et donc, on essaye de joindre le geste, la parole, à la réalisation. Cette réalisation, c'est la composition de cette liste, dont Charline et Fabien Gage présents sont les témoins. Cette liste est la seule à mettre quasiment la moitié des membres de cette liste en venant directement du monde du travail, soit des employés, des salariés, des ouvriers, ou des personnes qui ont eu des responsabilités syndicales. Je vous propose dorénavant d'applaudir bien fort notre camarade Charline Bouvet, qui est présente sur cette liste, et Fabien Gage en 7e position sur la liste des défis pour le monde du travail. Fabien Gage qui revient. Parfait. Ce meeting, je vais le co-animer avec ma camarade Saïda Safir, qui, comme moi, elle l'a dit et je le redis, est membre de l'exécutif de la fédération PCF de la SAR. Et je lui laisse la parole. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, juste avant de présenter le déroulé de cette soirée, je ne sais pas, oui, on m'entend. Je voulais un peu revenir sur tout ce qu'on a fait. Hein. C'est vraiment, ce débat public s'inscrit vraiment dans un plan de travail fédéral qui nous a permis de séquencer un peu toutes nos actions. C'est dire que notre campagne vient de loin. Le 1er février, nous étions à Artezé, dans le cadre d'un débat public sur les enjeux de la santé. Le 7 mars, nous avons organisé un rassemblement devant l'usine Renault, où Fabien a pris la parole. Le sujet était sur l'industrie. Une conférence de presse a eu lieu juste après. Puis, le 17 avril, nous étions devant le restaurant interadministratif au Mans. La question était sur les services publics. Et le 17 mai dernier, nous sommes allés à la rencontre des usagers en gare du Mans, où on a distribué des tracts sur la mobilité. Nous voilà donc aujourd'hui rassemblés dans ce cadre, excusez-moi. Nous voilà rassemblés aujourd'hui dans le cadre de ce meeting. Il s'agit d'un nouveau temps fort après notre belle fête de l'humanité. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous étaient présents le week-end dernier. Une fête qui s'est déroulée avec un grand succès. Cette soirée-là, c'est la soirée du comité de soutien qui réunit plus de 150 personnes. Un comité riche de sa diversité, un comité qui rassemble des travailleurs, des élus, des maires de communes, des citoyens investis dans le milieu associatif et des personnalités issues de formations politiques autres que le PCF, tu l'as dit tout à l'heure, OL. Voilà la richesse sur laquelle nous nous appuyons pour mener campagne. Ce soir, nous ferons témoigner différentes personnalités qui, chacune de leur manière, expliqueront les raisons de leur engagement. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, OL, ce soir, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette campagne. Il nous faut redoubler d'ardeur pour la mener jusqu'au bout, pour gagner les voix une à une, pour continuer à convaincre. Chacune et chacun, même individuellement, peut être acteur de cette fin de campagne. À l'issue de cette soirée, n'hésitez pas à partir avec du matériel, des tracts, des affiches qui sont situées juste à l'entrée. J'invite aussi celles et ceux qui le peuvent à participer à la réunion publique prévue le 6 juin prochain à 18h30 à Allonne
à la salle Lucie Aubrac. Et pour finir, nous conclurons cette soirée par un pot fraternel et convivial. Cela nous permettra de poursuivre nos échanges. Voilà, je crois qu'il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Alors, place au meeting. Et avant de commencer les témoignages, nous allons vous projeter le clip de la campagne. Pour consolider la reprise de la croissance. La contestation en ligne du projet de loi El Khomri va tout record en France. Maastricht, c'est le contre-poids politique à la libre circulation des capitaux des marchandises. La gauche, elle a déçu, elle a abandonné les travailleurs. Elle a laissé la droite s'attaquer à notre modèle social et l'extrême droite distiller sa haine et sa xénophobie. Mais aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre. Le monde du travail relève la tête. Nous sommes communistes, des syndicalistes, Députés européens engagés dans la lutte contre les traités de libre-échange. Chefs d'entreprise, défenseurs du Made in France et de la souveraineté industrielle. les radicaux de gauche, socialistes. Nous sommes des défenseurs de l'agriculture et de la ruralité. Nous nous sommes battus pour nos usines et pour que le travail paie. Nous sommes les défenseurs du service public. des féministes, Des défenseurs de la République et de la laïcité. Des élus de proximité engagés dans la lutte contre les discriminations. Des jeunes engagés pour la planète et pour la paix. Ensemble, Ensemble, nous sommes la gauche unie, unis. pour le monde du travail. Et nous avons décidé de reprendre la main en France et en Europe. Le 9 juin prochain, vous avez le choix. Soit de laisser la main à l'extrême droite et aux libéraux, incapables de répondre aux défis environnementaux et sociaux, Soit voter pour reconstruire la gauche authentique et populaire. la seule qui s'est toujours opposée aux traités libéraux européens. La gauche unie pour défendre la paix et la sécurité en Europe. La gauche unie pour défendre notre industrie, notre agriculture et nos savoir-faire. La gauche unie pour une écologie populaire, rationnelle, ambitieuse. La gauche unie pour retrouver la France et toute notre souveraineté. Nous sommes la gauche unie pour le monde du travail. L'heure du peuple et de la paix retrouvée a sonné. Le 9 juin prochain, ensemble, en France et en Europe, reprenons la main. Après ce clip qui nous montre la pertinence de notre liste Gauche unie pour le monde du travail, nous allons maintenant commencer par un petit tour d'horizon. Des personnalités qui vont nous expliquer les raisons de leur engagement autour de la liste Gauche unie pour un monde du travail. Pour commencer, je vais appeler Sylvain Poirier. On peut applaudir bien fort. Sylvain, tu es maire d'Artezé depuis 2020. Artezé, une agglomération située au sud de la Sarthe, qui compte environ 400 habitants. Et les attentes des habitants y sont nombreuses, comme dans n'importe quelle commune. Tu dois jongler avec des budgets toujours plus compliqués à construire, à cause de la baisse des dotations et la hausse de l'énergie et de l'électricité. Tu fais partie des premiers maires signataires du comité de soutien à la liste Gauche unie pour le monde du travail. Peux-tu nous dire quelles en sont les raisons et ce que tu attends de ce scrutin? Eh bien, merci beaucoup les camarades. Dans cette première partie, je voulais repréciser un petit truc. Oui, depuis 2020, mais 386 au dernier recensement, donc très important. Et notre préoccupation aujourd'hui dans notre village, c'est d'être, on est acteur auprès des habitants. Donc aujourd'hui, pourquoi je soutiens Léon de Fontaine, nos camarades qui sont là, Fabien et Charlène, eh bien je vais vous le dire. Voilà, il y a tout un sens. Je l'ai écrit avec ma femme, Caroline Poirier, qui est ici présente. On a mis des soirées à le faire. Alors j'ai 3 minutes, on va aller assez rapide. Alors je soutiens Léon de Fontaine car sa liste présente représente le monde du travail, le monde de celles et ceux qui luttent tous les jours pour obtenir plus de droits, pour subvenir à leurs besoins, pour accompagner au mieux leurs proches, par exemple les enfants,
les grands-parents et les parents. Je soutiens aussi le PCF car notre parti a toujours eu une position claire concernant l'Europe. Pour nous, c'est l'Europe des gens et pas l'Europe de l'argent. Nous sommes le seul parti de gauche à avoir toujours dénoncé les traités européens. On n'en peut plus des coupes budgétaires à tous les niveaux, alors en mairie notamment, dans les communautés de communes, au département, en région, dans les écoles, dans les hôpitaux et jusque dans nos foyers. Le rétablissement de l'ISF permettrait de développer l'ensemble des services publics, notamment parce que chacun doit avoir accès aux soins et à un logement digne et grâce à la création d'un fonds européen que nous arriverons. Ça m'assèche la bouche. Merci à tous. Alors Fabien, notre candidat, voilà, et Charlie, qui est ici. Alors ce message s'adresse en particulier à Fabien. C'est notre 7e sur la liste. Est un jeune retraité de chez Renault, grosse entreprise sartoise de l'automobile. Il me rappelle mon grand-père, parce qu'il y a toute une histoire. Mais vous allez voir qu'il y a tout à y prendre d'ailleurs. Qui est également ouvrier chez Renault, engagé à la CGT, comme toi Fabien, et au PCF, et qui m'a transmis les valeurs humanistes, le respect de chacun et chacune, le partage, l'éducation populaire, l'ouverture au monde, l'accès à la culture. Bref, il disait il faut toujours se battre, ne jamais baisser la garde, se battre pour obtenir de nouveaux droits, lutter contre le fascisme, car aujourd'hui, le RN reste l'héritier direct en fin de compte. Donc voilà pourquoi on se bat aussi. Le mépris de l'autre, le mépris des autres. Les jeunes contre les vieux et les travailleurs contre les demandeurs d'emploi. Merci à toi Fabien et merci aussi à toi Charline pour votre engagement auprès de cette liste. Je crois qu'on peut vous applaudir parce que c'est tout le soutien que vous avez auprès de nous. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, dans le monde de Macron, c'est toujours plus pour ses copains comme Bernard Arnault, les ultra-riches, quoi. C'est insupportable de toujours demander plus à ceux qui ont peu, voire rien, et de l'autre côté, donner encore plus à ceux qui ont donné et qui ont déjà tout. Nous rêvons d'un véritable changement au profit de tous, un changement où les mots se transforment en actes. Voici pourquoi je soutiens mes camarades, mon camarade Léon Desfontaines. Et j'ai toujours un petit mot à travers tout ça, c'est que on peut toujours nous copier, mais jamais on nous égalera. Voilà. Alors les camarades, reprenons la main dès maintenant. Merci beaucoup, merci Sylvain. Je passe maintenant la parole à Maude. Alors Maude, tu as un parcours singulier, viens vers moi. Viens donc, ne me laisse pas toute seule. Alors Maud, tu as un parcours singulier, car si aujourd'hui tu es secrétaire au lycée lycée professionnel Hélène Boucher au Mans, ton parcours professionnel a été marqué par tes 22 années à la Poste, où tu as exercé différentes fonctions. Tu as débuté à Montigny-le-Bretonneux, où tu as exercé ton métier pendant 3 ans. Tu as ensuite été muté au Mans, où tu as travaillé 18 ans, une bonne partie dans la distribution et une autre dans le guichet, au guichet. Tu as vécu, toi, l'évolution du service public postal, lui aussi percuté par les directives de libéralisation et anéantissantes, pardon, ça c'est les restes de la fête de l'humain, je suis désolée, anéantissante la notion du service public et dégradant les conditions de travail des agents. Alors aujourd'hui, en tant que secrétaire
Au lycée Hélène Boucher, tu as à nouveau ce sentiment d'utilité et de répondre aux besoins des services publics. La liste Gauche Unie pour le monde du travail propose différentes mesures pour développer les services publics. À partir de ton expérience, peux-tu nous expliquer le sens de ton appel à voter pour cette liste? Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Comme tu l'as dit, Saïda, mon parcours peut poser question. Voilà, je suis rentrée en 99 à la Poste par l'intermédiaire d'un des derniers concours, l'avant-dernier. Effectivement, donc on faisait un petit séjour en région parisienne, hein, c'était le tarif syndical. Donc j'ai été mutée sur Le Mans, mais très rapidement en fait, la notion de service public au sein de la Poste a été attaquée. En fait, moi j'ai connu 3 ans à peu près, de 2000 à 2003, où il était inconcevable dans l'esprit des postiers de laisser une tournée à découvert, de laisser du courrier sur les tables de travail. C'était un truc qui était inconcevable. Ça a commencé à tourner vinaigre fin 2003, quand on a commencé à nous dire bah, vous voyez, il y a un peu de retard, on a des caisses de courrier qui sont un petit peu en souffrance, c'est des lettres rouges, vous les laissez, mais par contre vous emmenez la pub. En fait, la pub, il y a des contrats qui voilà, sont un peu juteux. Et là, on a commencé à se poser un petit peu des questions. Alors, on a eu des attaques régulières, 2003, 2005, 2007, des contrats performance et je ne sais quoi, enfin bon, qui mettaient en avant l'intérêt financier plutôt que l'intérêt du service public. Et la Poste, il faut avoir aussi en tête que c'est alors c'est quelque chose qui n'est pas couvert par les médias, mais ça a été une suppression de 100 000 emplois en 10 ans, avec des dizaines, voire des centaines de suicides, dont on a très peu parlé, parce qu'en fait il y a eu une souffrance énorme des agents de travail qui ne comprenaient absolument plus ce qu'on leur demandait de faire. Et puis, avec cette politique de capitalisme débridé, et puis en lien avec, ça a un rapport avec ce soir, parce qu'en fait, les politiques qui étaient appliquées à la Poste, c'était en lien direct avec les exigences européennes, d'ouverture de la distribution de courrier. Dans un premier temps, c'était pour les plis supérieurs à 100 grammes, mais après, ça a été voilà, ouverture débridée à la concurrence. Et tout ça, ça a fait que tous les 2 ans, tous les 18 mois, autant côté guichet que courrier, ce sont des réorganisations qui sont porteuses de suppression d'emplois. Et puis également, vous le constatez tous, au niveau de la ruralité, fermeture du bureau de poste, réduction des horaires. Enfin, on commence par réduire les horaires, et puis après, les directions mettent en avant que la fréquentation baisse. Mais bon, un commerçant, quand il va avoir plus de personnes à franchir le pas de sa porte, il réduit pas ses horaires. Enfin bon, voilà. Donc des attaques sans précédent au niveau du service public postal, que j'ai combattu avec la CGT, puisque j'avais accepté de prendre des responsabilités à la FAT, la Fédération des activités postales et télécommunications. Et effectivement, en 2022, il y a un peu d'épuisement, il ne faut pas se le cacher, quand on est en lutte constamment avec les directions, on s'épuise un petit peu, on perd le sens de notre travail et on s'épuise face au mur de nos directions qui appliquent scrupuleusement les directives européennes et donc un capitalisme débridé. J'ai pris la décision de passer un concours. Parce que je voulais, et puis la période Covid aussi, qu'on a tous connu, qui a été un moment où on s'est tous un peu posé la question de ce qu'on voulait. Et moi, j'aspirais à revenir à plus de services publics. Et j'ai passé un concours qui m'a permis de rentrer voilà, en tant qu'adjoint administratif à l'Éducation nationale. Et effectivement, alors, c'est pas... Il y a du boulot aussi dans l'Éducation nationale. Tout n'est pas rose, loin de là. Ils se prennent des bons coups derrière la tête aussi. Mais par contre, j'ai retrouvé le sens du travail. Voilà, le service public. En fait, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit aux élèves. Je suis là pour les aider. Et donc, je retrouve l'essence de ce pourquoi j'ai passé un concours pour entrer dans la fonction publique. Parce qu'en fait, 99... dernier fonctionnaire. Alors maintenant, la bascule, elle est faite à la Poste. Les fonctionnaires sont minoritaires et puis ce sont plus des agents de droit privé. Tout ça pour dire que ça rejoint donc le sujet de ce soir et le meeting par rapport à la liste unie pour la gauche unie pour le monde du travail, parce que il est grand temps que la voix du monde ouvrier soit portée
au niveau de l'Union européenne. Et cette liste, avec ces candidats qui ont accepté de prendre la responsabilité et puis cette charge de nous représenter au niveau du Parlement européen, c'est la seule voie. Après les autres, mais OL Lemoine de l'exécutif de la Fédération PCF de la Sarthe, Saïda Safir, mais je te laisse te présenter, Saïda. Pareil, de l'exécutif du PCF de la Sarthe. Et on est très ravis de vous avoir ce soir. Quelques mots de remerciements pour commencer. D'abord, remerciements à la municipalité de la Chapelle-Saint-Aubin qui nous met gracieusement la salle à disposition. Je remercie l'adjoint au sport et aussi aux solidarités de la Chapelle-Saint-Aubin qui est présent ce soir, Monsieur le maire, merci à lui. Merci également à Charline Bouvet qui est, je te cherche, voilà, qui est là, qui est notre camarade du Maine-et-Loire, qui est 40e sur la liste menée par Léon Desfontaines, Gauche Unie pour le monde du travail. On remercie également Erwan Cochet, ancien maire de Champagné qui est présent. On remercie le maire de Saint-Georges-du-Bois que j'ai vu tout à l'heure. Saint-Jean, autant pour moi, Saint-Jean-du-Bois. Ne pas confondre dans la Sarthe, il y a Saint-Georges et Saint-Jean. Alors, pardon, autant pour moi. Le maire de Saint-Jean-du-Bois qui est là. Et donc merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Je tiens à excuser dans un premier temps Gilles Leproux, maire d'Allonne, puisqu'il est retenu ce soir à Allonne à l'occasion d'une cérémonie qui vise à nommer la Maison des Arts d'Allonne Méliné et Missak Manouchian. Vous savez que le combat pour la panthéonisation des Manouchians, ça a été un combat, et c'est toujours un combat important du Parti communiste. Et on a donc une pensée pour les camarades qui sont également présents ce soir à Allonne. Combien de fédérations du Parti communiste sont donc capables d'organiser le même soir 2 événements dans leur fédération? C'est quand même le gage d'une fédération dynamique. Et donc, je vous remercie tous pour cette raison. On entre dans la dernière ligne droite de cette campagne des européennes. Et la première chose qu'on peut dire, évidemment, c'est qu'on peut regretter que rien n'a été fait pour intéresser la population à cette campagne. On en parlait tout à l'heure avec Charline, je crois. Un chiffre tout simple pour l'avoir en tête. Par rapport à la campagne de 2019, c'est probablement 1/3 de passages médias en moins par rapport à 2019. C'est-à-dire que la couverture média, radio et télé de cette campagne des européennes a été 1/3 moins importante qu'en 2019. J'ai pas le souvenir qu'en 2019, on avait beaucoup parlé des européennes. Donc tout a été fait pour que finalement les gens ne s'y intéressent pas, ou alors les gens s'y intéressent au dernier moment. D'où notre responsabilité ce soir d'organiser cet événement, et évidemment de continuer à travailler, de continuer à militer dans les jours qui viennent, jusqu'à vendredi soir minuit, puisque vendredi soir minuit, il n'y aura plus de communication publique possible, y compris sur les réseaux sociaux. Hein, c'est important les camarades, je vous le dis, coller des affiches, tracter, boiter jusqu'à vendredi soir, mais à partir de vendredi soir, on entre dans la période de réserve, et donc plus de communication politique, y compris sur nos réseaux. Il faut rappeler autour de nous, et c'est très important, que ce scrutin des européennes, c'est pas un scrutin qui est abstrait, qui est incroyablement loin. On a l'impression que c'est très loin. D'abord, il faut peut-être rappeler que le Parlement de Strasbourg, s'il y a bien un pays qui est proche du Parlement de Strasbourg, c'est quand même la France. Ces élections européennes ont des incidences directes sur notre vie au quotidien, sur les conditions de vie des travailleurs du pays, puisque c'est devenu l'échelon le plus important. Cet échelon européen, c'est devenu probablement le lieu majeur de décision. Un exemple pour que vous le saisissiez. Cette Europe qu'on combat, cette Europe libérale, au mois de janvier de cette année, a décidé de ramener à nouveau le déficit des États membres à 3% d'ici 4 ans. On le sait, c'est un objectif fondamental de cette Europe libérale que de restreindre les dépenses publiques. Vous êtes conscient qu'à l'heure actuelle, la France a un déficit de plus de 5%. Le ramener à 3% en 4 ans, ça signifie pour la France 100 milliards d'économies sur les 4 ans, 25 milliards par an. J'ai fait un petit calcul, c'est l'équivalent de 5% du budget de l'État qu'il va falloir rogner année après année. Et là, on voit bien à quel point cette Europe libérale a des incidences profondes sur la vie de nos concitoyens. On va en parler évidemment ce soir avec nos invités. Or, la liste Gauche Unie pour le monde du travail, c'est une liste qui a décidé de mettre en avant les préoccupations du quotidien de nos concitoyens, et donc de tourner le dos à ces politiques d'austérité qui ont été mises en œuvre et soutenues par l'intégralité des libéraux. Libéraux d'extrême droite, libéraux de droite et sociolibéraux également, qui ont une responsabilité commune dans la fabrication de cette Europe dont nous ne voulons pas. Cette liste, c'est une liste qui est importante parce qu'elle incarne un nouveau rassemblement. On nous a beaucoup parlé d'union dans cette campagne. La seule liste qui réellement réalise une union à l'occasion de cette campagne, c'est la liste Gauche Unie pour le monde du travail. Oui, ça n'a pas encore le périmètre que nous voulons, mais c'est un début. Cette liste, elle a été menée d'abord par le Parti communiste français, mais rejointe très rapidement par GRS, la gauche républicaine et socialiste, menée par Emmanuel Morel, eurodéputé sortant, et qui a soutenu très rapidement cette liste.
les radicaux de gauche également, et le mouvement fondé par Arnaud Montebourg, l'engagement. Jusqu'alors, c'était les seules formations, et c'est déjà intéressant, 4 formations qui soutenaient. Et vous l'avez peut-être vu, mais la semaine passée, le mouvement républicain et citoyen, fondé par Jean-Pierre Chevènement, a décidé aussi d'apporter son soutien à la liste Gauche Unie pour le monde du travail. C'est autant de signes qui montrent que le Parti communiste a la possibilité de travailler cette union, d'élargir encore et de parler à toute une partie de l'électorat de gauche et de l'électorat abstentionniste qui jusqu'alors était désespéré de cette situation de la gauche, en gros entre une gauche outrancière et une gauche libérale. Le Parti communiste, avec ses partenaires, ouvre un nouveau chemin, un chemin qui continuera, on l'espère, après ces européennes. Ce rassemblement, c'est un rassemblement qui est respectueux de nos différences. C'est peut-être ce que certains partis de gauche n'avaient pas compris ces dernières années. Pour faire rassemblement, il faut impérativement respecter les différences des organisations. Par contre, point commun entre tous les partenaires qui nous rassemblent et qui nous rejoignent, mettre fin à la concurrence libre et non faussée en Europe, mettre fin au traité d'inspiration libérale, et pas simplement être contre, mais défendre une autre Europe. Et l'Europe que nous défendons, c'est l'Europe de la justice sociale, c'est l'Europe de la justice environnementale, c'est celle du développement des services publics et de l'industrie. Et donc, on essaye de joindre le geste, la parole, à la réalisation. Cette réalisation, c'est la composition de cette liste, dont Charline et Fabien Gage présents sont les témoins. Cette liste est la seule à mettre quasiment la moitié des membres de cette liste en venant directement du monde du travail, soit des employés, des salariés, des ouvriers, ou des personnes qui ont eu des responsabilités syndicales. Je vous propose dorénavant d'applaudir bien fort notre camarade Charline Bouvet, qui est présente sur cette liste, et Fabien Gage en 7e position sur la liste des pour le monde du travail. Fabien Gage qui revient. Parfait. Ce meeting, je vais le co-animer avec ma camarade Saïda Safir, qui, comme moi, elle l'a dit et je le redis, est membre de l'exécutif de la fédération PCF de l'ASSA. Et je lui laisse la parole. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors juste avant de présenter le déroulé de cette soirée, je ne sais pas, oui on m'entend. Je voulais un peu revenir sur tout ce qu'on a fait. Hein. C'est vraiment, ce débat public s'inscrit vraiment dans un plan de travail fédéral qui nous a permis de séquencer un peu toutes nos actions. C'est dire que notre campagne vient de loin. Le 1er février, nous étions à Artezé, dans le cadre d'un débat public sur les enjeux de la santé. Le 7 mars, nous avons organisé un rassemblement devant l'usine Renault, où Fabien a pris la parole. Le sujet était sur l'industrie. Une conférence de presse a eu lieu juste après. Puis, le 17 avril, nous étions devant le restaurant interadministratif au Mans. La question était sur les services publics. Et le 17 mai dernier, nous sommes allés à la rencontre des usagers en gare du Mans, où on a distribué des tracts sur la mobilité. Nous voilà donc aujourd'hui rassemblés dans ce cadre, excusez-moi. Nous voilà rassemblés aujourd'hui dans le cadre de ce meeting. Il s'agit d'un nouveau temps fort après notre belle fête de l'humanité. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous étaient présents le week-end dernier. Une fête qui s'est déroulée avec un grand succès. Cette soirée-là, c'est la soirée du comité de soutien qui réunit plus de 150 personnes. Un comité riche de sa diversité, un comité qui rassemble des travailleurs, des élus, des maires de communes, des citoyens investis dans le milieu associatif et des personnalités issues de formations politiques autres que le PCF, tu l'as dit tout à l'heure, OL. Voilà la richesse sur laquelle nous nous appuyons pour mener campagne. Ce soir, nous ferons témoigner différentes personnalités qui, chacune de leur manière, expliqueront les raisons de leur engagement. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, OL, ce soir, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette campagne. Il nous faut redoubler d'ardeur pour la mener jusqu'au bout, pour gagner les voix une à une, pour continuer à convaincre. Chacune et chacun, même individuellement, peut être acteur de cette fin de campagne. À l'issue de cette soirée, n'hésitez pas à partir avec du matériel, des tracts, des affiches qui sont situées juste à l'entrée. J'invite aussi celles et ceux
qui le peuvent à participer à la réunion publique prévue le 6 juin prochain à 18h30 à Allonne, à la salle Lucie Aubrac. Et pour finir, nous conclurons cette soirée par un pot fraternel et convivial. Cela nous permettra de poursuivre nos échanges. Voilà, je crois qu'il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Alors, place au meeting. Et avant de commencer les témoignages, nous allons vous projeter le clip de la campagne. Pour consolider la reprise de la croissance. La contestation en ligne du projet de loi El Khomri va tout encore en France. Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux des marchandises. La gauche, elle a déçu, elle a abandonné les travailleurs et a laissé la droite s'attaquer à notre modèle social et l'extrême droite distiller sa haine et sa xénophobie. Mais aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre. Le monde du travail relève la tête. Nous sommes communistes, Des syndicalistes. députés européens, engagés dans la lutte contre les traités de libre-échange. Chefs d'entreprise, défenseurs du Made in France et de la souveraineté industrielle. Les radicaux de gauche. Socialistes. Nous sommes des défenseurs de l'agriculture et de la ruralité. Nous nous sommes battus pour nos usines et pour que le travail paie. Nous sommes les défenseurs du service public. Des féministes. Des défenseurs de la République et de la laïcité. Des élus de proximité, engagés dans la lutte contre les discriminations. Des jeunes engagés pour la planète et pour la paix. Ensemble, Ensemble, Nous sommes la gauche unie. unis pour le monde du travail. Et nous avons décidé de reprendre la main en France et en Europe. Le 9 juin prochain, vous avez le choix. soit de laisser la main à l'extrême droite et aux libéraux, incapables de répondre aux défis environnementaux et sociaux, Soit voter pour reconstruire la gauche authentique et populaire. la seule qui s'est toujours opposée aux traités libéraux européens. La gauche unie pour défendre la paix et la sécurité en Europe. La gauche unie pour défendre notre industrie, notre agriculture et nos savoir-faire. La gauche unie pour une écologie populaire, rationnelle, ambitieuse. La gauche unie pour retrouver la France et toute notre souveraineté. Nous sommes la gauche unie pour le monde du travail. L'heure du peuple et de la paix retrouvée a sonné. Le 9 juin prochain, ensemble, en France et en Europe, reprenons la main. Après ce clip qui nous montre la pertinence de notre liste Gauche unie pour le monde du travail, nous allons maintenant commencer par un petit tour d'horizon. Des personnalités qui vont nous expliquer les raisons de leur engagement autour de la liste Gauche unie pour un monde du travail. Pour commencer, je vais appeler Sylvain Poirier. On peut applaudir bien fort. Sylvain, tu es maire d'Artezé depuis 2020. Artezé, une agglomération située au sud de la Sarthe, qui compte environ 400 habitants. Et les attentes des habitants y sont nombreuses, comme dans n'importe quelle commune. Tu dois jongler avec des budgets toujours plus compliqués à construire, à cause de la baisse des dotations et la hausse de l'énergie et de l'électricité. Tu fais partie des premiers maires signataires du comité de soutien à la liste Gauche unie pour le monde du travail. Peux-tu nous dire quelles en sont les raisons et ce que tu attends de ce scrutin? Eh bien, merci beaucoup les camarades. Dans cette première partie, je voulais repréciser un petit truc. Oui, depuis 2020, mais 386 au dernier recensement, donc très important. Et notre préoccupation aujourd'hui dans notre village, c'est d'être, on est acteur auprès des habitants. Donc aujourd'hui, pourquoi je soutiens Léon de Fontaine? Nos camarades qui sont là, Fabien et Charlène, eh bien je vais vous le dire. Voilà, il y a tout un sens. Je l'ai écrit avec ma femme, Caroline Poirier, qui est ici présente. On a mis des soirées à le faire. Alors j'ai 3 minutes, on va aller assez rapide. Alors je soutiens Léon de Fontaine car sa liste présente représente le monde du travail, le monde de celles et ceux qui luttent tous les jours
pour obtenir plus de droits, pour subvenir à leurs besoins, pour accompagner au mieux leurs proches, par exemple les enfants, les grands-parents et les parents. Je soutiens aussi le PCF car notre parti a toujours eu une position claire concernant l'Europe. Pour nous, c'est l'Europe des gens et pas l'Europe de l'argent. Nous sommes le seul parti de gauche à avoir toujours dénoncé les traités européens. On n'en peut plus des coupes budgétaires à tous les niveaux, alors en mairie notamment, dans les communautés de communes, au département, en région, dans les écoles, dans les hôpitaux et jusque dans nos foyers. Le rétablissement de l'ISF permettrait de développer l'ensemble des services publics, notamment parce que chacun doit avoir accès aux soins et à un logement digne et grâce à la création d'un fonds européen que nous arriverons. Ça m'assèche la bouche. Merci à tous. Alors Fabien, notre candidat, voilà, et Charline qui est ici. Alors ce message s'adresse en particulier à Fabien. C'est notre 7e sur la liste. Est un jeune retraité de chez Renault, grosse entreprise sartoise de l'automobile. Il me rappelle mon grand-père, parce qu'il y a toute une histoire. Mais vous allez voir il y a tout à y prendre d'ailleurs. Qui est également ouvrier chez Renault, engagé à la CGT, comme toi Fabien, et au PCF, et qui m'a transmis les valeurs humanistes, le respect de chacun et chacune, le partage, l'éducation populaire, l'ouverture au monde, l'accès à la culture. Bref, il disait il faut toujours se battre, ne jamais baisser la garde, se battre pour obtenir de nouveaux droits, lutter contre le fascisme, car aujourd'hui, le RN reste l'héritier direct en fin de compte. Donc voilà pourquoi on se bat aussi. Le mépris de l'autre, le mépris des autres. Les jeunes contre les vieux et les travailleurs contre les demandeurs d'emploi. Merci à toi Fabien et merci aussi à toi Charline pour votre engagement auprès de cette liste. Je crois qu'on peut vous applaudir parce que c'est tout le soutien que vous avez auprès de nous. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, dans le monde de Macron, c'est toujours plus pour ses copains comme Bernard Arnault, les ultra-riches quoi. C'est insupportable de toujours demander plus à ceux qui ont peu, voire rien, et de l'autre côté, donner encore plus à ceux qui ont donné et qui ont déjà tout. Nous rêvons d'un véritable changement au profit de tous, un changement où les mots se transforment en actes. Voici pourquoi je soutiens mes camarades, mon camarade Léon Desfontaines. Et j'ai toujours un petit mot à travers tout ça, c'est que on peut toujours nous copier, mais jamais on nous égalera. Voilà. Alors les camarades, reprenons la main dès maintenant. Je passe maintenant la parole à Maude. Alors, Maude, tu as un parcours singulier, viens vers moi. Viens donc, ne me laisse pas toute seule. Alors Maud, tu as un parcours singulier, car si aujourd'hui tu es secrétaire au lycée lycée professionnel Hélène Boucher au Mans, ton parcours professionnel a été marqué par tes 22 années à la Poste, où tu as exercé différentes fonctions. Tu as débuté à Montigny-le-Bretonneux, où tu as exercé ton métier pendant 3 ans. Tu as ensuite été muté au Mans, où tu as travaillé 18 ans, une bonne partie dans la distribution et une autre dans le guichet, au guichet. Tu as vécu, toi, l'évolution du service public postal, lui aussi percuté par les directives de libéralisation et anéantissante, pardon, ça c'est les restes de la fête de l'humain, je suis désolée, anéantissante la notion du service public et dégradant les conditions de travail des agents.
Alors aujourd'hui, en tant que secrétaire au lycée Hélène Boucher, tu as à nouveau ce sentiment d'utilité et de répondre aux besoins des services publics. La liste Gauche Unie pour le monde du travail propose différentes mesures pour développer les services publics. À partir de ton expérience, peux-tu nous expliquer le sens de ton appel à voter pour cette liste? Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Comme tu l'as dit, Saïda, mon parcours peut poser question. Voilà, je suis rentrée en 99 à la Poste par l'intermédiaire d'un des derniers concours, l'avant-dernier. Effectivement, donc on faisait un petit séjour en région parisienne, hein, c'était le tarif syndical. Donc j'ai été mutée sur Le Mans, mais très rapidement en fait, la notion de service public au sein de la Poste a été attaquée. En fait, moi j'ai connu 3 ans à peu près, de 2000 à 2003, où il était inconcevable dans l'esprit des postiers de laisser une tournée à découvert, de laisser du courrier sur les tables de travail. C'était un truc qui était inconcevable. Ça a commencé à tourner vinaigre fin 2003, quand on a commencé à nous dire bah, vous voyez, il y a un peu de retard, on a des caisses de courrier qui sont un petit peu en souffrance, c'est des lettres rouges, vous les laissez, mais par contre vous emmenez la pub. En fait, la pub, il y a des contrats qui voilà, sont un peu juteux. Et là, on a commencé à se poser un petit peu des questions. Alors, on a eu des attaques régulières, 2003, 2005, 2007, des contrats performance et je ne sais quoi, enfin bon, qui mettaient en avant l'intérêt financier plutôt que l'intérêt du service public. Et la Poste, il faut avoir aussi en tête que c'est quelque chose qui n'est pas couvert par les médias, mais ça a été une suppression de 100 000 emplois en 10 ans, avec des dizaines, voire des centaines de suicides, dont on a très peu parlé, parce qu'en fait il y a eu une souffrance énorme des agents au travail qui ne comprenaient absolument plus ce qu'on leur demandait de faire. Et puis, avec cette politique de capitalisme débridé, et puis en lien avec, ça a un rapport avec ce soir, parce qu'en fait, les politiques qui étaient appliquées à la Poste, c'était en lien direct avec les exigences européennes, d'ouverture de la distribution de courrier. Dans un premier temps, c'était pour les plis supérieurs à 100 grammes, mais après, ça a été voilà, ouverture débridée à la concurrence. Et tout ça, ça a fait que tous les 2 ans, tous les 18 mois, autant côté guichet que courrier, ce sont des réorganisations qui sont porteuses de suppression d'emplois. Et puis également, vous le constatez tous, au niveau de la ruralité, fermeture du bureau de poste, réduction des horaires. Enfin, on commence par réduire les horaires, et puis après, les directions mettent en avant que la fréquentation baisse. Mais bon, un commerçant, quand il va avoir plus de personnes à franchir le pas de sa porte, il réduit pas ses horaires. Enfin bon, voilà. Donc des attaques sans précédent au niveau du service public postal, que j'ai combattu avec la CGT, puisque j'avais accepté de prendre des responsabilités à la FAT, la Fédération des activités postales et télécommunications. Et effectivement, en 2022, il y a un peu d'épuisement, il ne faut pas se le cacher, quand on est en lutte constamment avec les directions, on s'épuise un petit peu, on perd le sens de notre travail et on s'épuise face au mur de nos directions qui appliquent scrupuleusement les directives européennes et donc un capitalisme débridé. J'ai pris la décision de passer un concours. Parce que je voulais, et puis la période Covid aussi, qu'on a tous connue, qui a été un moment où on s'est tous un peu posé la question de ce qu'on voulait. Et moi, j'aspirais à revenir à plus de services publics. Et j'ai passé un concours qui m'a permis de rentrer en tant qu'adjoint administratif à l'Éducation nationale. Et effectivement, alors, c'est pas... Il y a du boulot aussi dans l'Éducation nationale. Tout n'est pas rose, loin de là. Ils se prennent des bons coups derrière la tête aussi. Mais par contre, j'ai retrouvé le sens du travail. Voilà, le service public. En fait, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit aux élèves, je suis là pour les aider. Et donc, je retrouve l'essence de ce pourquoi j'ai passé un concours pour rentrer dans la fonction publique. Parce qu'en fait, 99, dernier fonctionnaire. Alors maintenant, la bascule, elle est faite à la Poste. Les fonctionnaires sont minoritaires et puis ce sont plus des agents de droit privé. Tout ça pour dire que ça rejoint donc le sujet de ce soir et le meeting par rapport à la liste unie pour la gauche unie pour le monde du travail.
parce que il est grand temps que la voix du monde ouvrier soit portée au niveau de l'Union européenne. Et cette liste, avec ces candidats qui ont accepté de prendre la responsabilité et puis cette charge de nous représenter au niveau du Parlement européen, c'est la seule voix qui... Alors la seule, on va beaucoup l'entendre, hein, mais c'est juste parce que c'est la réalité. Voilà, ça s'impose à nous. Et bien évidemment, la question ne s'est pas posée de la confiance que j'allais apporter au travers de mon vote pour cette liste qui va défendre un vrai service public et puis porter donc, comme je l'ai dit, la voix des travailleurs au niveau européen. Alors moi j'ai pas une culture politique, enfin mes parents ont souvent, on se dit que les gens qui votent pour le Parti communiste, ils ont un historique familial, c'est pas du tout le cas, mes parents étaient commerçants plutôt de droite, ils le sont toujours d'ailleurs, même voire plus que droite. Donc c'est vraiment une conviction personnelle et parce que j'ai une confiance totale en cette liste. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, j'appelle, et c'est un grand plaisir, j'appelle Bernard Breu, responsable syndical chez les Renault Mille Énergie. Énergie, pardon. Je vous dis, hein, je suis encore fatiguée de la fête, désolée. C'est vraiment un plaisir. Je suis vraiment contente de... J'ai commencé à travailler chez Renault. C'est pas tout fou. Ça, c'est Fabien Gache. C'est le reste de Fabien Gache, ça. Bernard, alors tu vas nous parler de la question de l'énergie, de son coût, du mix énergétique pour répondre aux enjeux liés au réchauffement climatique, de la maîtrise publique de ce secteur pour répondre aux besoins de la population, mais aussi de la lutte contre la précarité énergétique tout en garantissant des prix accessibles. Nombreuses sont les luttes pour s'opposer au démantèlement d'un secteur crucial qui est celui de l'énergie. Et on mesure bien l'impact du démantèlement de cette filière avec la hausse vertigineuse du prix de l'électricité. Bernard, peux-tu nous dire pourquoi tu as décidé de soutenir la liste Gauche Unie pour le monde du travail? Alors, peut-être la première raison, en fait, c'est le titre. Reprenons la main. Parce qu'il y a bien un domaine sur lequel il est extrêmement urgent de reprendre la main, il y en a bien d'autres. Hein. Mais alors celui de l'énergie, il est vraiment dans un état de délabrement terrible, quoi. Là, j'ai une courbe, hein, je vous la montre, parce que cette courbe-là, c'est une courbe qui émane du médiateur de l'énergie et qui fait apparaître l'évolution des situations d'impayés au niveau de l'énergie. Donc on est passé de 672 000 interventions. Quand je dis intervention, c'est des interventions soit pour coupure, soit pour réduction de puissance, à plus d'1 million. À plus d'1 million en 2023. Donc 178 000 coupures. Tout le monde croit qu'il n'y a pas de coupure pour impayés. Il y en a toujours. Pas en période hivernale, mais il y en a toujours. Donc c'est quand même une démonstration que le système de l'énergie est dans une situation grave. Et la raison principale, c'est celle de la libéralisation du marché. Donc, je voulais commencer par ça parce que, en plus, malgré cette précarité qui augmente, on n'a absolument pas de bilan. Aucun bilan n'a été fait de cette augmentation. Alors la liste Gauche Unie pour le monde du travail, avec Léon Desfontaines comme tête de liste, et Fabien et Charline, que je salue ici, porte des propositions qui sont notamment celles de reprendre la main, mais des propositions qui s'appuient notamment sur des rencontres avec les usagers, on rencontre tous les jours, avec les salariés des entreprises, mais aussi avec nos voisins européens. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de la manière dont a été construite ce programme. Je pense aussi qu'il faut saluer la manière dont les candidats sont aux côtés de celles et ceux qui luttent. On l'a vécu dans le domaine de l'énergie avec les sanctions extrêmement nombreuses de celles et ceux qui se sont mobilisés contre la réforme des retraites. Et moi j'ai effectivement croisé Léon sur plusieurs comment je vais dire, initiatives pour soutenir les camarades sanctionnés. Et puis ils étaient aussi mardi dernier aux côtés des cheminots pour défendre le fret ferroviaire. Alors, il faut se rappeler un peu, hein, l'énergie a été nationalisée. C'est Marcel Paul, ministre communiste, qui a mis en place la nationalisation de l'électricité et du gaz après la guerre, hein, en 1946.
Donc en ce moment, on a beaucoup de débats sur les commémorations, mais celui-là, il faudrait s'en rappeler aussi. L'énergie était accessible, au même prix, pour tout le monde. Et il y avait un seul opérateur, c'était EDF pour l'électricité et GDF pour le gaz. Sur les prix, alors depuis que le marché est libéralisé, les prix ont augmenté de 100%. 100% d'augmentation, et 63% ces 4 dernières années. Alors je vais vous donner des chiffres, ça va peut-être vous casser la tête, mais bon, il faut savoir que le prix de l'énergie aujourd'hui, il est libéralisé, et ce qui fait le prix de l'énergie, c'est le marché, et ce qu'on appelle le marché de gros. Le fameux marché de gros, en 2022, il est monté à 1000 € du mégawattheure. Et il est même monté en avril 2022 à 2880 €. Et hier, il était à 74,92 €. Et aujourd'hui, à 6,66 €. Et il repartira sans doute un jour à 300, 400. Voilà ce que c'est le marché. Parce qu'il le prix n'est pas calculé sur les coûts réels de production, de distribution et de transport. En plus, il faut y rajouter les taxes. Et là, les taxes, c'est un vrai sujet pour réduire tout de suite la facture. Si on baisse l'énergie, l'électricité et le gaz au niveau de la TVA à 5,5%, on voit bien tout de suite quelle économie on peut faire. Et il y en a d'autres. Avec ma fédération syndicale, on a fait des calculs. On peut aujourd'hui, alors que le prix du kilowattheure pour un particulier est autour de 25 centimes d'euros le kilowattheure, on peut le réduire à 18 centimes tout de suite. Rien qu'en prenant des considérations tout à fait différentes. En prenant en compte uniquement le coût réel de production. Ça, c'est pour la partie tarif. Après, c'est pas la seule voie, bien sûr. La première, c'est de sortir de l'énergie du monde de la concurrence, comme on peut le faire pour l'eau et pour bien d'autres activités. C'est aussi retrouver une tarification basée sur le coût réel, ce que je viens de dire tout à l'heure. Et la liste Gauche Unie pour le monde du travail a dans son programme la proposition d'agir pour un mix énergétique très diversifié, qui prend en compte le niveau de maturité des différentes technologies, leur bilan énergétique et écologique, sur tout le cycle de vie, c'est important quand on prend une filière comme le nucléaire par exemple, sur la fabrication, l'utilisation, le démantèlement, et qui privilégie de préférence les énergies les moins émettrices en CO2. Alors c'est un sujet d'actualité, mais il ne faut pas que le dire, il faut le faire. Et pour l'énergie électrique, le problème c'est le stockage. C'est une énergie qui est difficile à stocker. Et ce n'est pas la situation des batteries qui va régler le problème. Donc le stockage reste une solution qui techniquement est compliquée. Alors on est bien sûr favorable au développement des énergies renouvelables, mais dans un cadre tout à fait public. Je le dis d'autant plus qu'en ce moment, tout ce qui est énergie renouvelable a tendance à se développer dans des domaines et dans des secteurs privés, par des opérateurs privés. Donc forcément, contribue encore à l'augmentation du coût de l'énergie. Quand on sait que le dernier kilowattheure qui détermine le prix de l'énergie, c'est l'appel à la dernière centrale qui est disponible, en général, c'est celle qui est la plus chère. C'est pour ça que le prix du kilowattheure, il a autant de fluctuations. Alors voilà, il est vraiment urgent de créer un établissement public en charge de l'ensemble des questions d'énergie, qui rassemble évidemment toutes les participations de l'État dans les entreprises du secteur, et qui permet à la nation, je dis bien à la nation, puisque ça fait pas ancien combattant, hein, ça fait plutôt, on va faire référence à Marcel Paul et aux nationalisations, je trouve que ça fait plutôt moderne. Et on est aujourd'hui dans une obligation de faire moderne, et de reprendre la main. Donc voilà, ça nécessite aussi au niveau de l'Europe, de se poser cette question des complémentarités. Je le dis parce que là aussi, on n'est pas les seuls touchés. Tous les pays européens, dans tous les pays européens, il y a des situations de précarité. Et il y a des pays européens qui ont avancé, qui ont pris des décisions, notamment pour réduire la TVA. Pourquoi la France ne le fait pas? On peut s'interroger. Donc voilà un peu pourquoi ce que porte la liste La Gauche Unie pour les travailleurs me plaît bien et va répondre, à mon avis, dans un délai assez rapide si elle est au pouvoir, mais pas seulement au niveau européen. Je le dis aussi parce que tu as pris la parole tout à l'heure, il faut des élus de proximité, il faut des élus partout dans le territoire. Il ne faut pas des élus au niveau européen, il en faut partout dans le territoire. Mais faisons déjà une première étape, mobilisons-nous pour que le 9 juin, effectivement, on ait un très bon résultat, faisons voter partout où c'est possible. Dernier point, je terminerai par l'énergie, qui comme l'eau devient aussi un facteur de guerre. On a été, nous, je le dis là parce qu'on a eu des messages qui sont passés dans les entreprises comme quoi on voulait commencer à transformer l'utilisation de certaines entreprises pour aller... Assistante commerciale, tu es 40e sur la liste Gauche Unie pour le monde du travail. Et maintenant, tu vas nous expliquer pourquoi tu es candidate sur cette liste.
Merci beaucoup. Alors je tiens d'abord à remercier la Fédé et les camarades de la Sarthe de m'avoir appelé et de m'avoir invité ce soir. Voilà, c'est la dernière ligne droite et du coup c'était un plaisir de venir avec vous. Alors pourquoi j'ai rejoint la liste menée par Léon aux européennes? Je vous avoue que d'abord j'ai refusé plusieurs fois. Pas pour une question de conviction ou pour une question d'adhérer au programme évidemment. Et j'ai d'abord refusé parce que je me suis interrogée sur ma légitimité à être sur cette liste. Et il y a un enjeu quand même, l'enjeu est énorme, il y avait un poids quand même aussi à porter. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que moi, Charline Bouvet, 37 ans, assistante commerciale à Mazé dans le Maine-et-Loire, qu'est-ce que je peux apporter à cette liste? Et puis, je me suis souvenue d'où je venais. Parce que je suis issue d'une famille ouvrière de Trélazé, donc une ville ardoisière dans le Maine-et-Loire. Et depuis que je suis petite, j'ai vu tour à tour mon grand-père maternel, mes oncles et tantes se battre, mes parents se battre toute leur vie pour défendre les plus faibles, pour défendre les opprimés, les travailleurs. Et que ce soit le pouvoir d'achat, la lutte pour l'égalité femmes-hommes, les travailleurs, tout le monde, ils ont eu de cesse de se battre pour que tous et toutes nous puissions vivre dignement. Ils ont battu le pavé, ils se sont engagés, ils se sont présentés à des élections locales, ils ont été de toutes les luttes pour une société plus juste. Cet espoir-là, une société plus juste, une société plus équitable, je l'ai fait mien en 2005 quand j'ai rejoint la MJCF et l'UEC en tant qu'étudiante. Pour rejoindre les luttes étudiantes, j'ai bloqué ma fac pendant 6 mois aux grandes dames de ma mère qui nous voyait tous les soirs aux infos et qui nous disait « Vous êtes la dernière fac bloquée de France ». Oui, mais on l'a fait, on a tenu. On n'a évidemment pas tout gagné, mais on avait gagné la visibilité et on avait gagné le fait de discuter avec nos collègues étudiants et d'être là et de lutter encore et toujours pour cette société plus juste. Donc j'ai du coup repris le flambeau familial avec mes cousins, mes frères, j'en ai un qui est élu dans le 35, l'autre qui aujourd'hui juge au prud'homme, donc c'est vraiment un héritage qu'on a repris à notre compte. Et cette envie-là, d'une société plus juste, cette envie de se battre pour continuer de défendre les travailleurs, pour continuer de défendre une justice sociale, je l'ai retrouvée dans cette liste. Parce que quoi de mieux pour aller défendre une justice sociale, pour aller défendre les travailleurs, qu'une liste composée à 50%, voire plus, parce que quelque part on est tous issus du milieu du travail, de travailleurs. Il n'y a pas mieux pour venir défendre les travailleurs que des gens qui sont sur le terrain tous les jours avec les travailleurs. Donc, que ce soit, moi je le vois, on est tous confrontés à ça, à cette perte de pouvoir d'achat, à cette perte de justice. Devant l'école, moi j'emmène mes filles tous les matins à l'école, et devant l'école on discute avec les parents, et on se rend compte que pour tous et toutes, c'est compliqué aujourd'hui, c'est devenu un enjeu même de faire manger son enfant tous les jours correctement. Certains, ils ont un repas par jour équilibré, c'est celui de la cantine. Et même celui-là, c'est compliqué de le payer pour certains. On s'en rend compte aussi dans les entreprises, où le plafonnement des salaires est une catastrophe, parce qu'en attendant, le reste continue d'augmenter. Et on a des collègues aujourd'hui qui se posent même la question de se dire, est-ce qu'on part en vacances cet été? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste dans mon jardin de 10 mètres carrés? Ou est-ce que j'arrive à offrir à mes enfants un petit peu de soleil dans tout ce merdier, concrètement? Et puis, ça n'a pas l'air d'affoler au-dessus, c'est-à-dire qu'on vit tout ça au quotidien, et dans les hautes sphères, ça affole pas. Les prix qui flambent, ça n'affole personne. Personne ne se rend compte là-haut que tout flambe, sauf nos salaires et nos retraites. Alors des exemples comme ça d'injustice sociale, j'en ai des tonnes, je pourrais en citer des tonnes. J'en citais un, c'est celui de ma mère, 35 ans dans la fonction publique, 35 ans, à donner son temps aux enfants, puisqu'elle était ATSEM, à élever 3 enfants avec 2 salaires de catégorie C de la fonction publique. Ceux qui travaillent dans la fonction publique sauront. Papa était cuisinier dans un collège. 35 ans à compter tous les francs, et jusqu'à 86, pour partir en vacances, pour nous nourrir, pour être sûr de payer les factures en fin de mois. Et depuis 6 ans, elle est à la retraite. Et moi, quand j'étais gamine, je me disais, c'est cool la retraite. On peut voyager, on peut profiter. Eh ben non. Aujourd'hui, la retraite, c'est compter chaque euro pour savoir si on peut se payer une paire de pompes à 30 balles pour toujours continuer à manger à la fin du mois. Et quand je vois ça, moi, je me dis que pour tous ces gens-là, pour ma mère, pour les gens retraités, pour les travailleurs d'aujourd'hui, quand on voit que nous, on doit compter chaque euro pour nourrir nos enfants, pour payer nos factures, alors qu'il y en a qui prennent des jets pour aller s'adorer à Marbella, moi je sais pas vous, mais moi ça me tend un peu, quoi. Donc quand je vois une liste qui se réunit pour se dire, nous on va y aller là-haut, on va monter à l'Europe,
et puis on va leur dire que ceux qui font défendre, c'est ceux qui sont en bas, bah, au bout de 4 non, on réfléchit, puis on se dit ouais, j'y vais quand même. Parce que faut que je change de page. Parce que ce que nous on veut, ce que la liste défend, c'est quand le gouvernement continue d'étrangler les classes moyennes au nom des dogmes de Bruxelles, nous on veut une société, et ça a déjà été dit, des gens et pas de l'argent. On veut une société des gens et pas des banques. Pour les gens et pas pour les banques. Face à la stagnation et pire au recul social, au mieux, dans les gens qui nous entourent, hein, au mieux il y en a qui ont baissé les bras et qui n'ont pas voté, clairement, c'est les abstentionnistes. Et au pire, il y a ceux qui ont carrément cédé à la poudre aux yeux et au populisme de l'extrême droite. Et c'est ça le plus dangereux quand même aujourd'hui. Les abstentionnistes, évidemment, vont venir les faire voter. Mais ceux qui cèdent à la poudre aux yeux, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et nous, ce qu'on répond, c'est qu'on veut une autre Europe. On veut une Europe du peuple, on ne veut pas une Europe des banques, on veut une Europe des gens. Et on propose pour ça d'indexer les salaires sur l'inflation en France, pour que tous les citoyens français puissent vivre dignement, arrêter de compter chaque centime pour savoir si on va s'éclairer à la bougie et pas avoir une coupure d'énergie à la fin du mois parce qu'on n'a pas pu payer ses factures. Quand d'autres refusent l'augmentation du SMIC, nous on demande à ce qu'il soit monté à 2000 € par mois pour qu'on puisse tous vivre, juste vivre, et arrêter de survivre. Quand certains proposent de réduire les cotisations sociales, nous, pour augmenter le salaire net, nous, on propose d'augmenter l'augmentation générale des salaires. Et on parlait tout à l'heure de poudre aux yeux. On en a un bel exemple avec la réduction des cotisations sociales pour augmenter le salaire net. Parce que sur le papier, si on regarde sa feuille de paye à la fin du mois, peut-être avoir 50 € net à la fin du mois et on se dit youpi, 50 € net, mais à quel prix? Au prix des retraites, au prix de la sécu, au prix de notre santé. Il est là le prix de cette réduction des cotisations sociales et il est là le danger. Et cette poudre aux yeux-là, elle est d'un danger, mais énorme, et les gens ne s'en rendent pas compte. C'est là-dessus que nous, sur le terrain, on doit aller au combat pour dire aux gens, mais non, oui, votre fiche de paye, il y aura 50 €, mais ta sécu, ta retraite, tu vas les payer comment? Quand il faudra que tu ailles à l'hôpital faire soigner ton enfant, tu vas le faire comment? Quand tu seras comme aux États-Unis parce que tu n'auras pas de mutuelle à 1000 balles par mois, tu feras comment pour soigner ton enfant qui aura besoin de soins? C'est là-dessus qu'on doit aller se battre. Et puis moi, en tant que femme et maman de 2 petites filles, j'ai une autre lutte que j'ai retrouvée dans cette liste, c'est que j'espère un jour encore qu'un jour mes filles pourront jouir des mêmes droits que les hommes. Que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit en prenant le métro ou le tram pour aller au boulot, sans avoir la trouille de tomber sur un fondu qui va nous agresser. Pour que ce soit au travail, qu'elles se disent pas bah, à quoi ça sert que je fasse bac plus 12, de toute façon, à la fin, j'aurai quoi sur ma fiche de paye? Moi, je veux que mes filles, demain, elles me disent maman, je veux être chirurgien. Mais ouais, ma fille, va, et puis t'auras pas besoin de te battre pour prouver que tu vaux mieux que Jean-Michel à côté. Non, moi je veux que mes filles, elles puissent demain jouir des mêmes droits que les hommes et accéder aux mêmes fonctions que les hommes. Parce qu'aujourd'hui, on le voit encore sur le terrain, et moi je suis assistante commerciale, et c'est des discours que j'entends aujourd'hui dans la bouche de jeunes, des gens qui ont mon âge, voire plus jeunes, qui te disent « Ah non mais c'est bien une femme en assistante commerciale, ça amène un peu de fraîcheur, mais on est quoi? Enfin, sans déconner, de la fraîcheur, mais on a autre chose à apporter, quand même !» Et cette liste-là, elle défend ça, numéro 4 sur la liste, je la connais bien, puisque j'ai milité avec elle, c'est Hélène Bidard, je la connais, et quand je vois des gens comme ça, aux portes de l'Europe, bah ouais, j'ai envie d'y aller, parce que Hélène, je sais ce qu'elle porte. J'ai milité avec elle au MJCF à Paris, on était dans la même fédé, je sais ce qu'elle porte. Donc je sais que cette liste-là, elle va porter cet espoir pour toutes nos filles, pour nous aussi, en tant qu'adultes, hein, mais pour toutes nos filles, pour toutes nos sœurs. Ouais, on porte l'espoir d'une société aussi juste pour toutes ces personnes-là, et pour évidemment tous les gens qui se battent au quotidien. Il y en a d'autres des luttes pour les inégalités, les LGBTQ+, hein, tous ces gens-là, il faut qu'on porte cette voix, il faut qu'on porte leur voix, notre voix, ensemble. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans cette liste. Parce que sur la lutte faite aux femmes, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que notre cher président, il avait pris un engagement sur son dernier mandat de faire de la lutte contre les VSS une priorité en France. On en est où aujourd'hui? 54 féminicides à lundi soir quand j'ai écrit mon discours, et on était à 54 féminicides depuis le 1er janvier 2024. Moi, ça m'inquiète qu'on veuille filer les clés de l'Europe à des gens qui se foutent royalement de la moitié de la population.
on fait pour aller construire une Europe avec des gens qui n'en ont rien, strictement rien à cirer, qui aujourd'hui laissent des femmes venir porter plainte, rentrez chez vous madame, on peut rien faire, puis on vous retrouvera au cimetière. C'est pas possible de confier l'Europe à des gens comme ça. C'est impossible, on peut pas. Et enfin, je terminerai avec ce dernier point, parce que c'est... Alors, genre, je pourrais aborder tous les points du programme, mais on en a pour trop longtemps et ce serait pas possible. Le dernier point qui me tient à cœur, parce que c'était une lutte aussi de ma famille, c'est la paix. On a toujours lutté, moi j'ai vu des colons partout chez nous quand j'étais petite. Mon grand-père était un fervent défenseur de la paix et dans tout, dans ses actions au quotidien, dans sa façon de vivre et dans sa façon d'envisager le monde, il nous a transmis ces valeurs-là de paix, de tolérance. Et plus que jamais, on doit se lever, nous, aujourd'hui, pour construire une Europe humaniste, une Europe en paix. J'ai la profonde conviction que cette paix-là, elle ne pourra passer que par la voie diplomatique. On le voit aujourd'hui depuis 2 ans en Ukraine, face à l'invasion russe, après des centaines de milliers de victimes, la force militaire ne paie pas. Ça ne sert à rien, on n'avance pas. Les seules solutions seront par la voie diplomatique. Il faut qu'on appelle à un cessez-le-feu en Ukraine et il faut qu'on appelle à poser les armes pour construire ensemble un front, des institutions qui vont lutter et construire cette paix ensemble. On a des choses à construire, on a des choses à défendre, mais on ne les défendra pas en prenant les armes et en continuant de construire des armes. Le copain tout à l'heure parlait de l'énergie, on leur a parlé de ça. C'est pas possible de continuer à se dire on va continuer à armer les gens et ça va résoudre les problèmes. Non, ça ne résout rien. Des milliers et des milliers de morts. Moi j'ai ma petite fille qui a 6 ans. Du haut de ses 6 ans, et j'ai trouvé ça dramatique, c'est un exemple flagrant, j'ai trouvé ça dramatique. Elle a eu un Ukrainien qui était là, un petit, qui était là au centre aéré avec elle, pas à l'école. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a brisé le cœur. Je commence à avoir soif, c'est horrible. Elle m'a dit il était là qu'avec sa maman. Ça arrive, ça arrive. Si, c'est un peu grave. Hein. Prends ton temps. Il n'y a pas beaucoup d'eau au Parti communiste. Mais ça arrive, ça arrive. Merci. Merci, Zèle. Pardon, je parlais de ma fille qui a prononcé cette phrase du haut de ses 6 ans, enfin, elle avait 5 ans quand elle l'a prononcée, qui m'a dit il était venu en France qu'avec sa maman parce que son papa, il est mort parce qu'il n'était pas assez fort. Allez expliquer, alors je vais expliquer quand même, j'ai essayé comme j'ai pu. J'ai dû expliquer à ma fille de 6 ans que non, il n'était pas mort parce qu'il n'était pas assez fort. Il est mort parce que t'as beau être fort comme Hercule, quand il y a un obus qui te tombe dessus, t'es pas assez fort. Et je lui ai dit, il n'est pas mort parce qu'il était fort, son papa. Il est mort parce qu'il était courageux. Et qu'il s'est battu pour son pays, pour être libre. Expliquer ça à un enfant de 6 ans, c'est dramatique. Ça brise le cœur. Elle a ses yeux d'enfant, elle ne comprend pas. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on doit expliquer la guerre en Ukraine et à Gaza à des enfants qui nous demandent pourquoi. La seule question qui lui est venue, c'est quand même, et c'est pareil, c'est des mots d'enfant, oh, mais il a pu emmener son doudou au moins. C'est horrible, enfin, ça brise le cœur, on peut plus continuer à vivre comme ça. Je parle de Gaza et de la guerre Israël-Hamas. On est quand même sur 2 populations qui sont coincées entre 2 fascismes, celui du Hamas et celui du gouvernement Netanyahou. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser continuer ça. Il y a la Cour pénale internationale qui vient de prononcer un jugement condamnant Netanyahou et son Premier ministre et son ministre de la Défense et 3 dirigeants du Hamas. Il les condamne et il demande leur arrestation. Il faut que nous, la France et l'Europe, on porte et on fasse ce qu'il faut et ce qui est nécessaire, tout le nécessaire pour que cette décision de justice soit appliquée, pour que l'horreur cesse et pour qu'enfin les peuples, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, puissent vivre en paix. Parce qu'on a des camarades de la JC qui sont allés en Palestine et qui ont aussi parlé à des jeunes Israéliens qui se battent au quotidien contre le gouvernement Netanyahou et qui risquent littéralement leur vie tous les jours en se levant. Les copains nous l'ont dit, il y a des tonnes de personnes qui rêvent que d'une chose, de vivre en paix. Donc une bonne fois pour toutes, portons un peu nos responsabilités, nous,
et battons-nous pour que les dirigeants qui sont là-haut, qui sont les dirigeants du Hamas ou le gouvernement Netanyahou, soient arrêtés, stoppés. Prononçons-nous ouvertement et haut et fort pour un cessez-le-feu et pour que tout ça, ça s'arrête. Voilà, je pourrais en parler encore des heures et je pourrais me mettre à pleurer tellement ça me fout en colère. Mais tout ça, toutes ces valeurs-là, toutes ces valeurs d'humanisme, toutes ces valeurs de justice sociale, toutes ces valeurs féministes, je les ai retrouvées dans cette liste. Et quand c'est ce qui nous anime depuis qu'on sait marcher, parce que je pense que maman le dirait, elle est là, j'ai fait ma première manif en poussette. Oui. Voilà. Donc quand on a vu tout ça, quand on a vu toute une famille lutter pour ça depuis qu'on est gamine, et qu'on trouve, alors depuis dans mes années militantes, mais qu'on nous appelle pour être sur cette liste-là, on dit non parce qu'on a peur du poids, des responsabilités, parce qu'on n'a jamais parlé comme ça devant des gens de politique. On dit non parce qu'on a la trouille, et puis on se dit oui mais la trouille, si tout le monde a la trouille, qui y va? Qui y va? Bien. Et donc on y va. Parfait. Merci beaucoup. Alors le grand moment tant attendu d'accueillir notre camarade Fabien Gache, notre candidat sartois. Mais oui, j'allais le dire, mais juste avant, les grands moments de notre campagne sartoise. Alors mes camarades, allons devant les portes des usines, allons devant les universités, allons dans nos quartiers, allons regarder dans nos poches, de voter et de... Technicien, il va nous régler ça. Alors d'abord, je voudrais remercier le témoignage des camarades parce que ça résonne quand même assez bien avec la composition de la liste et qui plus est avec le programme que la liste s'est engagée à défendre et à mettre en œuvre dès lors on disposera de députés au Parlement européen. Je crois qu'ici, dans cette salle, tout au long des décennies que l'on a passées les uns et les autres, avec le développement du néolibéralisme en France, en Europe et dans le monde, nous avons tous pu mesurer le phénomène de marchandisation de toutes les activités humaines, des ressources naturelles telles que l'eau, de l'énergie, comme ça a été évoqué tout à l'heure, et finalement de l'humain lui-même. Nous avons les uns et les autres pu constater également à quel point le monde du travail était ignoré et le plus souvent méprisé. Avec des travailleurs, des travailleuses, considérés comme des êtres passifs, tout justement à exécuter de prescriptions, avec des individus interchangeables, appréciés comme des coûts à réduire, aux salaires toujours plus minorés, aux conditions de travail toujours plus dégradées. Et avec des collectifs de travail explosés visant à rompre toute délibération collective. Avec une mise en concurrence exacerbée, comme on le voyait dans la vidéo tout à l'heure, entre les travailleurs français, entre les travailleurs européens notamment, alors placés dans une incertitude économique récurrente où aucune autre perspective que le moins-disant social ne leur est proposée. Logique qui conduit à l'affaiblissement des conditions sociales de tous les travailleurs, travailleuses, à la paupérisation de chacune des nations et à l'affaiblissement en France du financement de la protection sociale et des services publics. Dans cette configuration et avec les délocalisations favorisées par les gouvernements qui se sont succédés, le résultat est sans appel. D'après un rapport à l'Assemblée nationale qui s'appelait France Stratégie en 2020, je cite, « La France est parmi les grands pays industrialisés celui qui a subi la plus forte désindustrialisation durant les dernières décennies avec le Royaume-Uni. Qu'il s'agisse des gains de productivité, d'emploi, d'innovation technologique ou encore de déficit commercial, ce déclin industriel a un impact sur l'ensemble de l'économie, avec la suppression de 2 millions d'emplois industriels perdus au cours des 40 dernières années, c'est même 30 dernières années, sans comptabiliser les emplois induits par l'industrie. Mais ce sont aussi les savoir-faire, la maîtrise de nombreuses technologies que notre pays a perdues, le plaçant dans une position de dépendance vis-à-vis des pays ayant conservé, eux, une certaine stratégie industrielle. Ce sont aussi les conséquences environnementales liées au développement du transport routier, dues aux importations et à leur fabrication
dans des pays les plus carbonés de la planète. Parce que soutenu et relayé par la droite et la social-démocratie, le rôle de l'État, des États en règle générale, et des institutions européennes a été réduit finalement à sécuriser le bon fonctionnement du marché en paralysant toute interférence démocratique visant la justice sociale. Et à ce propos, l'utilisation récurrente du 49.3, notamment sur la réforme des retraites, illustre, je crois, le propos. Ce sont des services publics aux moyens humains et financiers toujours plus comprimés, voire supprimés, ouvrant un espace toujours plus grand pour le développement du secteur privé, et aucun secteur n'est épargné. C'est la libéralisation et la privatisation des entreprises nationales en livrant, entre autres, l'énergie et le transport ferroviaire au marché. Le résultat de ces politiques néolibérales impacte le quotidien des populations les plus démunies face à un service public de plus en plus inaccessible aux moyens limités. Fermeture de bureaux de poste, centres de finances publiques et classes de primaire fermées, manque de professeurs, surcharge des classes, absence ou trop peu de transport collectif au prix prohibitif. Pénurie de médecins, de dentistes, de spécialistes en tout genre, fermeture des urgences ou incapacité, pour celles encore existantes, à répondre aux besoins des patients, explosion des factures de gaz et d'électricité, Bernard en a parlé, dématérialisation à marche forcée. C'est donc le lot quotidien d'une part croissante de la population, et à contrario, les plus favorisés peuvent, eux, s'offrir des offres de services payantes. C'est une société à deux vitesses toujours plus inégalitaire qui se dessine depuis plusieurs années déjà, et qui, outre les usagers, percute aussi de plein fouet les personnels des services publics. Personnels qui, malgré leur dévouement, le manque de reconnaissance, l'intensification du travail, comme les personnels de santé ont pu l'illustrer face à la crise sanitaire, ne peuvent plus donner forme humaine à leur travail et bien souvent répondre à leur propre éthique de leur métier et de leur vision de ce que devraient être les services publics. Finalement, cette description synthétique, et bien sûr non exhaustive, évoque ce que nous vivons tous et globalement ce que le monde du travail supporte dans son quotidien. Mais je crois qu'il faut s'attarder un peu sur la racine de ces attaques contre le monde du travail. Les tenants de la thèse du marché pour le marché, les néolibéraux, mais aussi les sociodémocrates, considèrent que les êtres humains ne sont pas égaux, qu'il y a des aptes et des moins aptes, des forts, des faibles, et seuls les meilleurs et les plus forts pourraient prospérer. Dans leur mode de pensée, la concurrence pour la vie entre les êtres humains est alors considérée comme l'état naturel des relations sociales. Les attaques néolibérales contre les services publics, le code du travail et notre système de protection sociale découlent de cette conception. Le code de la sécurité sociale, 45, affirme, je cite, que l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. À ce principe correspond une citoyenneté sociale qui repose sur trois piliers: la sécurité sociale, les services publics et les libertés collectives garanties par le droit du travail, liberté syndicale, négociation collective et droit de grève. Cette citoyenneté sociale, qui ne procède pas d'un droit du sang ou du sol, unit tous ceux qui contribuent à la solidarité nationale, moi aussi j'ai soif, par leurs impôts et cotisations sociales, et bénéficient de celles-ci en tant qu'assurés sociaux et usagers des services publics. La solidarité nationale n'est pas exclusive, elle s'étend aux associations, aux syndicats ou aux mutuelles. Mais elle se distingue alors aussi bien de l'assurance, elle se distingue alors aussi bien de l'assurance que de la charité. Et à la différence de l'assurance privée, un régime solidaire repose sur l'appartenance à une communauté, qu'elle soit nationale, professionnelle ou familiale. Les membres de cette communauté, qui sont à un moment donné les plus fortunés ou les moins exposés au risque, contribuent davantage que les moins fortunés ou les plus exposés, mais tous ont les mêmes droits. À la différence de la charité, la solidarité ne divise donc pas le monde entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Tous doivent contribuer au régime selon leurs capacités et tous ont le droit d'en bénéficier selon leurs besoins. C'est l'expression de l'égale dignité des êtres humains, et cette organisation de la solidarité est un frein à l'extension de la logique marchande à toutes les activités humaines. C'est pourquoi elle est depuis 30 ans la cible privilégiée des politiques néolibérales. Politique aux effets catastrophiques, avec une Europe toujours plus inégalitaire,
Une misère qui s'étend, avec en Europe 90 millions d'Européens jugés en dessous du seuil de la pauvreté, dont 9 millions en France. C'est un cocktail détonnant pour engendrer le sentiment d'abandon, d'exclusion, de repli sur soi, d'impuissance, de ressentiment qui se développe et qui constitue le terreau du racisme et du fascisme. Pour les uns, le mépris de Macron à leur égard suscite de la haine, focalisant sur la nécessité de le dégager ou le dégagisme de certains, sans autre perspective politique. Et l'extrême droite peut apparaître comme l'exécuteur potentiel pour le faire. Pour les autres, et ce sont les plus nombreux, le déracinement de la gauche vis-à-vis du monde du travail et les trahisons de la société, de la social-démocratie, il faut bien le dire, inféodées au néolibéralisme, ont généré un désintérêt des questions politiques, voire un dégoût du politique pour se réfugier pour la majorité dans l'abstention. Il nous faut donc sans relâche dire les choses comme elles sont. L'extrême droite est une imposture au service du patronat. Si elle peut tenir un discours faisant état de la paupérisation de la société et des inégalités croissantes vécues légitimement comme une injustice, ce n'est pas pour y mettre fin. Sa stratégie du bouc émissaire visant les immigrés notamment, mais pas seulement, lui permet, et dans les faits, de détourner les électeurs des vrais responsables de la situation sociale que nous vivons. L'extrême droite, les Bardella et Maréchal, doivent la promotion de leurs idées nauséabondes dans les médias grâce à ceux qui les détiennent, c'est-à-dire aux grandes fortunes françaises comme Bolloré, Lagardère ou Bernard Arnault. C'est-à-dire finalement à ceux que les crises économiques, les traités de libre-échange sont une opportunité pour s'enrichir comme jamais. On comprend ainsi pourquoi les députés RN à l'Assemblée nationale, pour ceux qui pensent qu'on ne les a pas essayés, votent contre l'augmentation du SMIC, l'indexation des salaires sur l'inflation ou encore l'impôt sur les grandes fortunes. Posture que l'on retrouve au Parlement européen avec entre autres la validation sans réserve des traités de libre-échange, mais aussi des votes favorables en faveur des OGM, en ce qui concerne la santé des populations, mais aussi l'usage de pesticides ou des mégabassines. Les députés RN suivent les mêmes politiques libérales que le groupe macroniste et de droite, et voire parfois de la social-démocratie. Enfin, l'extrême droite, la famille du RN, est au pouvoir déjà dans d'autres pays européens. Elle participe à différents gouvernements et dans chacun, c'est l'amplification des politiques néolibérales où le monde du travail et les organisations syndicales restent les victimes et subissent toujours plus violemment les conditions sociales qui leur sont imposées. Et c'est bien de cette Europe de la finance, de l'injustice, de la haine avec laquelle il faut rompre pour construire une Europe des peuples au service du bien commun, une Europe de la coopération, de la justice sociale et de la paix. Nous avons besoin ensemble de redonner l'espoir, d'ouvrir des perspectives, de construire un avenir. Prenons modèle sur les hommes et les femmes qui, au cœur des désastres de la Deuxième Guerre mondiale, en 1943 et 1944, ont conçu le programme du Conseil national de la résistance, d'où sont sorties les bases constitutionnelles de notre République sociale. C'est le sens de la liste Gauche Unie pour le monde du travail menée par Léon de Fontaine, une liste dans laquelle les travailleurs et travailleuses représentent plus du tiers des 81 candidats, une liste de rassemblement avec le PCF, la gauche républicaine avec entre autres Emmanuel Morel, que vous avez vu tout à l'heure, député européen insoumis sortant, l'engagement, parti fondé par Arnaud Montebourg, comme quoi on peut sans doute changer, les radicaux de gauche et le MRC, mouvement républicain et citoyen de chevènement. C'est une liste de gauche, de combat pour le monde du travail, qui ne s'accommode pas des règles capitalistes. Une gauche pour, avec les populations, les travailleurs, les travailleuses, construire une Europe des peuples au service de leurs besoins, connectés à leur quotidien. Voter le 9 juin pour la liste Gauche Unie, c'est donner au monde du travail la capacité de reprendre la main sur ses affaires, pour mettre fin à la concurrence, au régime et au règne de la concurrence, au profit de la coopération entre les peuples, entre les travailleurs, en harmonisant les conditions sociales des travailleurs européens par le haut, avec une augmentation des salaires et des pensions de retraite, et je vois Raymond et je ne voudrais pas me faire engueuler après le meeting, indexées sur l'inflation, pour conditionner et contrôler les aides publiques au développement de l'emploi, des services publics, du bien commun. Réindustrialiser, relocaliser la France pour produire au plus près de là où l'on vend. Placer le respect de l'environnement comme une donnée incontournable des choix d'investissement et de production. Ou encore, enterrer les traités de libre-échange et lutter contre l'évasion fiscale. Mobiliser le système financier et particulièrement les banques, notamment la BCE, Banque européenne, pour faciliter le financement des investissements et de la production.
Votez le 9 juin pour la liste conduite par Léon de Fontaine pour défendre les services publics universels et garants de l'égalité au service de chacun, de toute la population, qui permettent l'intervention des usagers, des salariés, sur les grandes missions qui leur sont confiées et être, à ce titre, des outils de souveraineté démocratique, qui doivent être envisagés comme des moteurs du développement économique et de progrès social. Ils doivent assurer l'émergence du bien commun. Pour baisser fortement le prix de l'énergie, je reviens à ce que Bernard disait, il faut sortir du secteur du marché pour reconstruire une entreprise publique de l'énergie. Il faut annuler les différents paquets ferroviaires, Doudou il est là, je ne vais pas dire de conneries, afin de mettre un terme à la volonté de dépeçage de la SNCF par la Commission européenne et le gouvernement français. Nous demandons la réunification des transports passagers et marchandises et le maintien de l'entreprise sous contrôle public dans une structure unique étendant sa compétence à tout le réseau ferré national. Voter gauche unie pour la liste du monde du travail, c'est créer les conditions pour obtenir un moratoire sur les directives de libéralisation avec le retrait du traité budgétaire européen, pour que prévalent de nouvelles règles de coopération se substituant aux règles de concurrence s'appliquant aux services publics, pour bâtir des services publics nationaux coopérant entre eux au sein de pôles publics en rendant caduque la notion de service d'intérêt économique. Voter le 9 juin pour la liste gauche unie pour le monde du travail, c'est voter pour une gauche républicaine, clairement laïque, universaliste et sans ambiguïté anticommunautariste. Une gauche de rassemblement dans laquelle on respecte les singularités de chacun pour en faire un atout. Une gauche qui n'entend pas se contenter du soutien du monde du travail, mais qui a l'ambition d'en faire un acteur central de son projet politique. Une gauche résolument contre l'extrême droite, le racisme, la xénophobie et le fascisme. Voter le 9 juin pour la gauche unie, c'est donner du poids à toutes ces valeurs, toutes ces ambitions pour imprégner toute la gauche. Voter et faire voter pour obtenir des députés du monde du travail au Parlement européen, c'est ce à quoi je vous appelle à faire. Et donc, d'ici le 9 juin, nous avons encore une semaine. Et dans la semaine, on peut faire beaucoup pour convaincre le maximum de la population à voter pour les intérêts qui les intéressent. Et je dois dire que là, on est 80, un peu plus de 80. Faites un petit calcul, si chacun d'entre nous, allez, on va avoir 10 personnes, faites le calcul, et que les 10 personnes aillent en voir 10 autres. Ça fait 8000 voix dans la Sarthe. Si on fait la même chose au plan national, on arrivera aux 1 million dont on a besoin pour avoir des élus au Parlement européen. Je pense qu'il faut, quand je disais tout à l'heure, reprendre le terrain, ça veut dire réengager la discussion, recréer du lien avec le monde du travail et plus largement avec les populations. Et je pense que les camarades ne démentiront pas, mais tous les tractages qu'on a pu faire dans les entreprises, non seulement on est bien accueillis, mais les gens sont très intéressés par la discussion. Alors beaucoup nous disent, la gauche nous a trahis, pour ceux qui ne votent plus, je vote FN parce que, ou RN, ce qui est la même chose, parce que je pense que c'est ça qui va dégager. Je pense que l'essentiel, c'est de recréer du lien, discuter, parce que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre. Alors c'est un long chemin qui ne s'arrêtera pas évidemment au soir des élections européennes, mais je pense que d'ici une semaine, on peut créer les conditions pour qu'on ait des députés européens au Parlement européen. Je voudrais, parce que Noël, tout à l'heure l'a dit, il a remercié les camarades, différents camarades, enfin je vous remercie d'ailleurs de votre présence. Moi je les remercie pour animer le débat. Et puis je remercie mon camarade Didier parce que c'est l'initiateur de cette soirée. Et c'est sans lui, je crois que je suis pas sûr que j'aurais été, parce qu'il contrôle tout ce que j'écris. C'est lui qui fait en sorte que je raconte pas trop de conneries. Donc je voulais aussi le remercier fortement pour. Très bien, très bien. Tu peux rester où t'es et peut-être qu'on va demander à tous les intervenants en fait de venir parce que à parti révolutionnaire, chant révolutionnaire. Et on ne peut pas finir un meeting du Parti communiste sans chanter l'Internationale, il me semble. Tous les intervenants, et pas tous les couplets peut-être. Yvan, quand tu veux. Les camarades, hein? Allez. Debout les forçats de la faim. La raison dans son travers, c'est l'éruption de la
renversés, faisons table rase, fous l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre humain. J'emprunte le tour pour que vient de dire Fabien. Personne ne ressort de la salle sans des affiches et des tracts. On a une semaine devant nous. On va chercher tous nos voisins. Il faut absolument avoir 10 000 voix en Sarthe le 9 juin. Donc au travail, camarades. Et Xavier me fait signe que le pot est juste derrière nous. Vous ne partez pas sans avoir bu un coup.